Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Nicolas Massian, je suis un ingénieur attaché de recherche du CHU de Clermont. Je travaille à la plateforme d'investigation clinique du CHU. Et en parallèle de cette activité, je suis doctorant et en thèse d'université en biologie et santé. Et je travaille donc sur la fibromyalgie. Pour introduire un peu ce travail, la fibromyalgie, on va essayer d'en parler autour de différents aspects. Tout départ de la fibromyalgie en général. Après, on va aller chercher un peu les outils d'évaluation, ceux qui sont utilisés dans la fibromyalgie, les mécanismes de la fibromyalgie avec des choses qui se recouperont avec ce qu'a présenté le docteur Shrivastava avant moi, les traitements qui sont utilisés. On fera un petit focus sur les aspects génétiques de la fibromyalgie et je vous parlerai dans ce cadre-là un peu de mon travail à moi en tant que doctorant. Et on fera un focus un peu sur les pistes et les avancées scientifiques, un peu sur ce qu'on peut espérer et de quoi on a besoin pour aller vers ces avancées. Tout d'abord, la fibromyalgie, pour la définir, c'est un grand professeur qui a travaillé beaucoup sur la fibromyalgie, qui est Wolff, qui l'a défini comme un syndrome constitué de symptômes chroniques d'intensité modérée à sévère, qui inclut donc des douleurs diffuses, une sensibilité à la pression associée à de la fatigue, des troubles de sommeil, des troubles cognitifs, mais aussi de nombreuses plaintes somatiques sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Dans la population générale, en fait, la fibromyalgie, elle forme ce qu'on appelle un continuum qui peut aller de peu à beaucoup et de léger à sévère, c'est-à-dire qu'on peut avoir des patients qui souffrent peu, mais de symptômes sévères, ou inversement. Pour aller dans un peu plus de détails sur la fibromyalgie en général. Bonsoir. Les premières descriptions de la fibromyalgie, elles dateraient de 1815 environ, mais on a commencé à avancer plus en détail avec Smith et Moldowski juste avant le début des années 80. Ce qu'on sait, c'est que la fibromyalgie, ça veut dire fibro, tissu fibreux, myo, muscle, et algie, douleur. Les patients de fibromyalgie, elles rapportent des douleurs chroniques diffuses, une sensibilité à la pression, mais aussi une fatigue, des troubles du sommeil, des troubles cognitifs, des troubles anxieux, une raideur musculaire et encore plein d'autres choses, comme des migraines, des syndromes d'intestin irritable ou encore des troubles urinaires. La fibromyalgie, elle touche 60% de femmes. Alors, on y reviendra un peu après. Aujourd'hui, les chiffres qu'on donne, en fait, ils sont liés à certains critères et plus on avance dans le temps, plus l'étau entre les hommes et les femmes se resserre. On était à 7 femmes pour un homme dans les années 80 avec les critères des années 90 et on est plutôt sur 2 femmes pour un homme aujourd'hui avec les critères de 2016. La prévalence, elle va varier en fonction de l'échelle qu'on saisit, en fait. Si on regarde au niveau mondial, on peut aller de 0,2 à 7%. En Europe, 2,6%. Ça dépend un peu des papiers, ça dépend de la littérature qu'on utilise. Et en France, environ 1,5%, ce qui fait 2 millions de personnes. Ce qu'on sait, c'est que la fibromyalgie, elle est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1992. Et elle est, depuis 2018, inscrite dans la partie de la classification internationale des maladies CIM, dans la partie douleur chronique généralisée, ça depuis 2018. La fibromyalgie, elle va représenter environ 5% des consultations de médecine générale, 10 à 20% des consultations de rhumatologie, et il y a environ 1000 patients par structure douleur qui sont suivis par an. Et souvent, malheureusement, les patientes qui souffrent de fibromyalgie, elles vont rapporter une errance médicale. C'est pas contre les médecins, c'est juste que malheureusement, le lien qu'on va avoir, et on va en parler après, c'est que on met longtemps à réussir à poser cette idée de fibromyalgie parfois. Tout ce qu'on a vu, on voit qu'il y a plein de choses, on voit que ça touche plein de monde, qu'il peut y avoir beaucoup de choses, et ça a des coûts individuels et collectifs qui sont vraiment importants. La problématique, c'est aussi qu'il y a un diagnostic qui est difficile à poser. On en a parlé un peu avant avec la migraine. Et les questions qu'on va se poser dans la fibromyalgie, c'est est-ce qu'on est sur un sur- ou sous-diagnostic? Et surtout, le diagnostic différentiel, il est hyper important puisque on a parlé de la migraine avant qui touche vraiment des maux de tête. Là, on va aller sur des douleurs chroniques diffuses partout qui peuvent être liées à beaucoup d'autres choses en fait, initialement. On peut penser à l'endocrinologie, mais le docteur Olabé y reviendra. On peut penser à des problèmes au niveau du système nerveux périphérique ou central.
On peut aller se dire, est-ce que c'est pas une prise de médicament qui entraîne ces douleurs diffuses? Est-ce que c'est pas un effet secondaire d'un médicament qui est pris? Est-ce que c'est pas une maladie auto-immune? Est-ce que c'est pas consécutif à une infection ou post-infection? Et après, il y a plein d'autres pathologies, enfin diagnostics différentiels qui peuvent intervenir en fait dans cet ensemble. Et c'est ce qui fait que la fibromyalgie, c'est quand même quelque chose d'hétérogène et de complexe. Donc, les outils qu'on utilise aujourd'hui dans la fibromyalgie, c'est notamment ce qu'on appelle les critères ACR. ACR, c'est pour American College of Rheumatology. C'est un collège d'experts américains qui a développé au fil des années différents types de critères. Quand je dis pas de gold standard, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la fibromyalgie, on a pris l'exemple tout à l'heure de la migraine avec des critères très spécifiques qui vont nous permettre d'orienter. Dans la fibromyalgie, malheureusement, j'ai pas le questionnaire miracle qui va nous permettre de se dire je dépiste ou je dépiste pas. Ça, c'est une aide. Et tous les questionnaires qu'on va voir apportent une aide aux médecins et aux équipes qui font de la recherche avec différents niveaux en fait. Mais les premiers critères, c'est ceux des années 90. Donc, dans nos patients qui sont en ligne ou dans les gens qui souffrent de fibromyalgie, généralement, on connaît ces critères. Ils ont été développés dans 1990 et initialement, les données qu'on avait, c'était qu'on allait chercher des douleurs diffuses supérieures à 3 mois avec des douleurs sur des points de pression. Donc, le médecin allait explorer les points de pression des patients. Souvent, c'est très douloureux parce que c'est des zones qui sont très spécifiques et qui font mal. Et on allait chercher, on se disait que quand on atteignait 11 points sur 18, on pouvait commencer à imaginer que on pouvait s'orienter vers une fibromyalgie. Tout ça, bien sûr, en ayant avant ça, éliminer toutes les autres idées qu'on pourrait avoir. C'est pour ça que des fois on parle de errance médicale, parce que malheureusement les patients, ils vont voir beaucoup de monde, ils vont faire beaucoup de choses. Tout à l'heure on parlait de la migraine avec les examens, c'est pareil pour la fibromyalgie. Et il va se passer pas mal de temps avant qu'on arrive à peut-être commencer à parler de fibromyalgie. Ces critères, ils ont évolué dans le temps. On est passé aux critères des années 2010, où là, on a commencé à s'apercevoir que dans les années 90, il nous manquait des éléments. Et on prenait par exemple pas en compte la fatigue, on prenait pas en compte les autres comorbidités qui étaient autour de la fibromyalgie. Et donc du coup, l'intérêt, c'était aussi de pouvoir avancer, de voir plus large et de prendre un peu de hauteur sur ce qui avait été fait pendant 10 ans, pendant 20 ans, pardon. Il y avait une critique aussi autour des points de pression. Parce qu'on disait que certains médecins ne faisaient pas comme d'autres, et puis pour être sûr de pouvoir se dire que la pression elle est appliquée toujours de la même manière, parfois c'est un peu compliqué. Donc du coup, il y avait cette critique-là, donc on a avancé et on a enlevé les points douloureux, et on s'est dit qu'on allait avoir aussi un suivi un peu plus longitudinal des symptômes. Je fais un petit focus sur ça. En gros, vous voyez, comment on fait pour avoir le petit… Voilà. Pardon, le pointeur laser. Donc, on parle en 2010 d'un index de douleur diffuse et d'une échelle de sévérité de symptômes avec, on va dire, 2 niveaux. C'est-à-dire, pour s'orienter vers un dépistage, on utilisait soit ce niveau-là, c'est-à-dire avoir 7 zones douloureuses ou 5 points sur l'échelle de sévérité, mais on va y revenir, ou entre 3 et 6 ici et supérieur à 9 ici. Toujours les symptômes de plus de 3 mois et pas d'autres pathologies qui peuvent expliquer les douleurs. Si on fait un peu un focus sur ça, pour que ça parle un peu à tout le monde, l'index de douleur diffuse, on prend le schéma de l'homme que vous voyez sur la partie gauche de l'écran et on va interroger le patient pour savoir quelles sont les zones qui sont douloureuses. Ça évite ces histoires de pression, de points de pression. On ne touche pas le patient en fait et on va juste interroger le patient pour connaître ces zones. Et on intègre la sévérité des symptômes avec des cotations que vous voyez à l'écran. Et on s'intéresse surtout à la fatigue, à la sensation de se réveiller fatigué sans avoir récupéré un sommeil non réparateur et les troubles cognitifs. Après, on allait chercher d'autres symptômes somatiques sur la semaine passée. Alors, il y en a beaucoup, je ne les détaille pas, mais les nausées, la nervosité, les douleurs musculaires. On allait chercher tout ça et tout ça, ça nous donne un score aussi global de 0 à 12. L'idée, en fait, derrière, c'est de pouvoir répondre à ces éléments-là avec ce critère. On a continué d'évoluer en 2011 avec plutôt un auto-questionnaire, plutôt utilisé pour la recherche, où on a remplacé les 41 symptômes qu'on a vus juste avant par les maux de tête, les crampes abdominales et la dépression. Pour essayer, c'était surtout dans l'idée à ce moment-là d'aller plutôt aider la recherche pour avoir un auto-questionnaire et des choses qui soient plus facilement réalisables.
plus récemment, et donc les critères les plus récents qui existent sont ceux de 2016, où on conserve toujours notre histoire d'homme avec l'index diffus des douleurs. On change un peu les bornes au niveau des chiffres pour aller vers le dépistage. On ajoute toujours un critère de douleur généralisée et on a besoin d'avoir des douleurs présentes dans 4 sur 5 régions du corps humain. On passe un peu les détails et on est toujours sur les symptômes présents depuis 3 mois, sachant qu'un diagnostic de fibromyalgie peut être posé indépendamment d'autres éléments autour, c'est-à-dire on peut avoir une polyarthrite rhumatoïde et une fibromyalgie. Voilà, c'est plus exclusif. Si on poursuit un peu, donc bon, c'est un peu complexe mon histoire de critères là, mais au moins vous voyez d'où on vient, où on va. Et c'est important de voir ces critères parce qu'on va y revenir tout à l'heure pour savoir pourquoi parfois on n'est pas assez puissant dans certaines études pour pouvoir conclure à oui ou non sur des éléments. Mais on va y revenir. Les autres outils qu'on utilise, peut-être que chez les patients, on vous a déjà posé ces questions-là. Un qui est souvent utilisé, qui est plutôt facile, c'est le FIRST, donc Fibromyalgia Rapid Screening Tool. Il aide au dépistage, il peut être utilisé en auto-questionnaire et il est adapté à la pratique courante et à la recherche. Sa facilité, c'est le fait qu'il soit rapide et qu'on ait juste des questions, vous voyez, en oui/non. Il y a plein d'autres outils qui sont utilisés dans la fibromyalgie. Là, j'ai vraiment balayé un peu ce qu'on connaît. Il y a des tests de dépistage de Jones, il y a des questionnaires qui sont plutôt faits au téléphone, il y a des questionnaires qui FibroDetect, il y a le CDSS, c'est du palpé roulé dans le dos, du docteur Kalmels. Donc, ça, c'est les outils qui sont vraiment utilisés, on va dire, spécifiques fibro. Après, je n'ai pas été chercher plus de choses. Évidemment, on parle de douleur. Donc, il y a beaucoup de questionnaires qui sont utilisés dans la douleur, l'échelle numérique, le QCD, toutes des échelles qui sont très spécifiques. On a vu que les patientes, elles souffrent souvent d'autres éléments de fatigue. Donc, évidemment, on va aller chercher des questionnaires spécifiques de la fatigue, des questionnaires spécifiques des symptômes d'anxiété ou de dépression. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser. Je n'ai pas fait un détail exhaustif de tout ça parce que ce serait beaucoup trop long. La problématique, donc juste pour finir un peu sur ces outils, c'est que ces critères, tout ce dont on parle, ils sont souvent méconnus par les équipes. Alors soit il y a un article de 2018 qui en parle beaucoup. L'idée, c'est que ces outils sont méconnus ou peu utilisés. Alors pourquoi ? Souvent par manque de temps. Vous avez vu, il y en a beaucoup des critères, ils sont un peu longs à utiliser. Après, nous, on en a fait beaucoup dans vos centres de recherche, c'est quelque chose qui s'utilise après facilement, mais parfois, c'est plus long qu'effectivement que faire un FIRST. Ça donne plus d'éléments, évidemment, mais parfois, les médecins, ils font confiance à leur pratique, à leur connaissance. Et ces critères, ils sont peut-être pas assez diffusés, tout simplement. On communique peut-être pas assez sur tous ces critères. Voilà un peu pour les outils qu'on peut utiliser. Si on continue et qu'on essaye de comprendre un peu les mécanismes qui sont impliqués dans la fibromyalgie, alors, il y en a beaucoup, évidemment. Au cours des 20 dernières années, il y a eu énormément de travaux sur la fibromyalgie. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Beaucoup des travaux ont utilisé le critère des années 90. Et ça, c'est très critiqué dans la littérature parce que malheureusement, en fait, on n'a pas suivi l'évolution des critères ACR dans le temps. C'est-à-dire que même des études récentes utilisent encore les critères des années 90. Je parle un peu pour ce qu'on fait nous au centre. On a fait une étude, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans l'audience qui ont participé avec nous à ces essais, où nous, on a fait tous les critères, c'est-à-dire les années 90, 2010, 2011, 2016, pour pouvoir justement avoir des points de comparaison, essayer de voir est-ce que quelqu'un que je vois aujourd'hui en 2020 ou 2021 valide en fait le critère des années 2016 et est-ce qu'il aurait validé le critère dans les années 90 ou qu'est-ce qui fait après que j'ai un peu des trous dans la raquette en fait. Ça, c'est un des éléments dans les publications générales autour du mécanisme qui est critiqué en fait, c'est-à-dire on n'utilise pas forcément tous le même critère. Ce qui est souvent aussi retrouvé, c'est que on recrute les patients dans les études cliniques dans des structures spécialisées, les centres de la douleur, les centres de recherche comme le nôtre. Et ça, malheureusement, des fois, ça veut dire que
on voit malheureusement les patients qui sont très douloureux, pour qui c'est très dur. Et il y a peut-être d'autres gens dans la population générale qu'on ne voit pas en fait dans nos études et qui donc du coup nous permettent pas de savoir exactement, d'avoir le panel complet en fait. Et ça c'est compliqué. La fibromyalgie, on a vu, on en a parlé dans la première diapo, c'est multifactoriel. Il y a plein d'éléments autour, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de la douleur, il n'y a pas que la douleur. Et dans les études de physiopathologie, il y a eu beaucoup d'études sur la douleur, beaucoup moins sur les autres caractéristiques comme la fatigue, le sommeil. C'est pris en compte parfois, mais ce n'est pas forcément l'essentiel tout le temps des études. J'ai mis ce petit schéma qui est extrait de l'expertise collective INSERM qui a été faite en 2020 par des grands experts de la douleur et de la fibromyalgie au niveau national en France, qui est consultable en ligne, hein, qui est, pour moi, je la trouve très bien. Et donc, du coup, en fait, il y a ce petit schéma que je trouve qui récapitule un peu bien les systèmes d'engrenage. C'est-à-dire, on voit que tout a des liens, en fait. La fatigue, les troubles du sommeil. Et souvent, il y a ce qu'on appelle un triptyque, en fait, sommeil, dépression, douleur, qui, des fois, est un peu mal pris en compte. C'est-à-dire, la douleur, on sait qu'elle entraîne une perturbation du sommeil. On sait ensuite que elle-même, le sommeil, tout ça, ça va exacerber la douleur. Que la dépression, elle peut interagir avec le sommeil et la douleur, comme l'a dit le docteur Shrivastava. En fait, les gens ne sont pas forcément dépressifs, mais sauf que tout ce modèle où tout s'entraîne ensemble, tout cet engrenage, il y a un moment donné, ça commence à devenir compliqué en fait. Et du coup, malheureusement, des fois, on tend vers ces symptômes de dépression parce que on a un peu de mal à se dire quand est-ce que ça s'arrête, quoi, en fait, et quand est-ce que les gens, on peut aller mieux malgré tous ces facteurs tout autour. Donc, c'est des interactions qui sont utilisées et qui sont un peu revues aujourd'hui dans la littérature, mais je pense qu'on a encore du travail autour de ça. Pour aller un peu plus dans le détail, donc je ne veux pas vous faire peur, mais on a deux grands types de mécanismes, deux grands types de choses qui ont été explorées dans la physiopathologie de la fibromyalgie. C'est ce qu'on appelle les mécanismes centraux et les mécanismes périphériques. Les mécanismes centraux, c'est le lien de la fibromyalgie au niveau physiopathologie, il est lié au système nerveux central, c'est-à-dire la moelle épinière et le cerveau. Ou alors, la fibromyalgie, elle est plutôt liée au système nerveux périphérique et aux muscles. Vous avez dû voir, quand vous lisez sur Internet, beaucoup de choses autour de tout ça, hypersensibilité à la douleur, l'axe du stress, la sensibilisation centrale, la modulation de la douleur. Il y a plein de mots un peu qui arrivent comme ça. Au niveau périphérique, on parle d'anomalies musculaires, de processus inflammatoires. On va essayer de faire un peu le tri dans tout ça, d'aller un peu dans le détail sans faire peur à personne. Il y a d'autres études autour de tout ça, et on y reviendra, qui ont des liens avec la génétique et l'IRM. Comme on l'a dit tout à l'heure avec le docteur Shrivastava, évidemment, il y a des pistes, les chercheurs avancent sur les pistes génétiques, mais on va y revenir dans une des parties. Donc, pour comprendre ce que je vais raconter un peu après, on va avoir un schéma qui parle un peu de douleur, comme ce qu'on a vu auparavant avec le docteur Shrivastava. Donc, voilà, c'est un petit schéma qui est extrait aussi de l'expertise collective INSERM qui simplifie un peu la douleur. La douleur physiologique, c'est-à-dire une douleur normale. On a ce qu'on appelle des nocicepteurs, c'est-à-dire des récepteurs de la douleur, qui sont des petites fibres nerveuses qu'on a un peu partout. Et ils vont réagir à différentes choses. Alors, ils peuvent réagir au froid, au coup de marteau, à la chaleur. Le message va remonter ici au niveau de la moelle épinière. Et ensuite, il va, via les fibres ascendantes, aller dans toutes les structures qui ont été décrites tout à l'heure par le docteur Shrivastava, avec, au niveau du tronc cérébral, des systèmes de contrôle. Donc, les systèmes de contrôle, en gros, ils vont aider à faire en sorte qu'on ait moins mal. Il y a des côtés positifs et des côtés négatifs de cette modulation, en fait. On appelle ça la modulation de la douleur. Dans les douleurs qui sont dysfonctionnelles, donc un peu comme la fibromyalgie, le système nerveux central, donc au niveau de la moelle épinière, jusqu'ici, en fait, dans toutes les études qu'on a fait, on ne trouve pas, avec les éléments qu'on a en IRM, avec tous les examens complémentaires qu'on a, on ne trouve pas de lésions en fait, tissulaires, d'inflammation ou de problématiques neurologiques décelables. Tout ça, c'est très remis en question aujourd'hui parce que peut-être qu'on n'a pas les outils qui sont suffisamment précis pour aller voir ces lésions. Peut-être que dans le temps ou dans quelques années, on arrivera à montrer qu'en fait, il y a bien des choses qui nous permettent d'aller dans ces hypothèses-là. On considère en fait aujourd'hui que
que toutes ces douleurs, en fait, elles peuvent être liées à des modifications en fait, de ce système de détection de la douleur et surtout des mécanismes de modulation. On sait qu'on a ce qu'on appelle une augmentation des systèmes facilitateurs, donc c'est-à-dire qu'on a plus de possibilités d'avoir des messages qui redescendent plutôt que des messages qui inhibent en fait. Mais on ne va pas aller dans beaucoup plus de détails là-dessus. Mais voilà, c'était pour vous montrer un peu comment ça fonctionne normalement et comment ça peut fonctionner avec la fibromyalgie. Donc, le docteur Srivastava vous a parlé de sensibilisation centrale et c'est ces éléments-là qui sont rapportés là. Si on va juste sur les mécanismes centraux, pour qu'on puisse un peu parler de tout ça. La première des hypothèses, c'est ce qu'on appelle la modulation endogène des voies de la douleur, c'est-à-dire les petits systèmes qu'on a vus tout à l'heure qui modulent. Pour ça, on sait que chez nos patients fibromyalgiques, en fait, ces systèmes, ils sont déréglés, ils ne fonctionnent pas bien. Et pour ça, on utilise des choses que peut-être les gens qui participent aux essais ont déjà vues, des tests à la chaleur, des tests au froid, ou encore des réflexes R3. C'est des choses que vous avez peut-être vues avec nous au centre. Tout ça, donc, c'est une des hypothèses et de la physiopathologie qui est explorée en fait dans les études sur la fibromyalgie. L'autre élément, c'est la sensibilisation centrale. Et donc, du coup, dans l'idée, c'est que ce processus en fait, de sensibilisation centrale, c'est lié en fait, à des modifications qui sont durables. En fait. C'est-à-dire que dans le schéma qu'on a vu avant, généralement, tout fonctionne à peu près classiquement, mais il va y avoir un système d'hyperexcitabilité, comme l'a décrit le docteur Srivastava avant, c'est-à-dire qu'on va abaisser les niveaux nécessaires pour pouvoir créer une sensation de douleur en fait. C'est-à-dire que on se crée en fait un niveau de douleur chez une personne qui n'est pas douloureuse et ce niveau il va baisser chez les patients fibromyalgiques, c'est-à-dire que quelque chose qui serait normalement pas douloureux va le devenir et c'est ce qui crée tous les symptômes qui sont rapportés dans la fibromyalgie, c'est-à-dire une sensibilité au toucher ou d'autres éléments de ce style-là. Tout ça, donc c'est cette triade modulation endogène, sensibilisation centrale et hyperexcitabilité des systèmes de la douleur. Ça, c'est les grands mécanismes centraux qui sont explorés dans la physiopathologie de la fibromyalgie et qui vont faire que malheureusement, on retrouve l'ensemble des symptômes dont on a parlé avant. C'est des hypothèses. Hein. Un autre des grands éléments qui est évalué dans la fibromyalgie, c'est les liens avec l'axe du stress. On sait que l'axe du stress, en fait, il peut avoir des perturbations des mécanismes physiologiques impliqués dans la réponse au stress. Ce qu'on sait, en fait, chez les patients fibromyalgiques, c'est que, et là, je peux en parler à travers une étude qu'on a fait, nous, récemment, c'est qu'on sait que nos patients fibromyalgiques, malheureusement, ils souffrent de stress. On sait aussi qu'il y a des médicaments, par exemple, ou des compléments alimentaires, pardon, qui peuvent venir aider ce stress, comme le magnésium. Et donc, une des explorations que nous, on a fait au centre, c'est d'aller chercher des liens entre cet axe du stress et la prise de magnésium chez nos patients fibromyalgiques. Et bon, je n'ai pas mis l'article ici, mais ça montre globalement que on a des impacts positifs du magnésium chez nos patients qui souffrent de fibromyalgie. Donc, tout ça pour vous dire, sans vous noyer sous des informations un peu compliquées, que dans les mécanismes de la fibromyalgie, au niveau central, on a ces 4 grands éléments et qui sont utilisés et qui sont en fait explorés par de nombreuses équipes en fait de recherche pour essayer de mieux comprendre, parce que aujourd'hui, on a plein de pistes, vous le voyez à l'écran en fait, mais on n'a pas encore déterminé complètement ce qui se passe en fait et pour nous permettre en fait d'avancer sur les traitements complètement. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué dans la fibromyalgie aujourd'hui. Si on fait un petit lien, on a parlé du central, on va parler du périphérique. Les mécanismes périphériques que vous allez retrouver dans la littérature ou dans les publications et qui parlent de ça, c'est en premier lieu les anomalies des fibres nerveuses périphériques ou neuropathie à petites fibres. Il y a divers travaux récents qui disent en fait que la fibromyalgie, ce n'est pas uniquement quelque chose qui est lié au système nerveux central. C'est pour ça qu'il y a ces hypothèses-là. Il y a quelques papiers qui vont dire qu'entre 30 et 50% de patients qui souffrent de fibromyalgie
ont été testés comme ayant une réduction du nombre de fibres périphériques et donc qui développeraient une neuropathie à petite fibre périphérique, comme chez les patients diabétiques, par exemple. Mais malheureusement, ça reste une hypothèse. Il n'y a pas tant d'équipes que ça qui a travaillé dessus. Mais on n'arrive pas à savoir finalement est-ce que c'est des désordres de sensibilisation au niveau central qui créent ces désordres périphériques ou est-ce que c'est les désordres périphériques qui créent les désordres au niveau central? Donc, c'est toujours un peu complexe dans la fibromyalgie autour de ces éléments. Les anomalies musculaires. Souvent, les patientes, ils vont nous rapporter des douleurs musculaires. Donc, on se dit, est-ce qu'en fait, c'est lié à des problématiques initiales au niveau musculaire, par exemple, au niveau de l'oxygénation? Il y a quelques papiers qui montrent qu'il va y avoir des défauts en fait, au niveau des capillaires, des muscles, qui font qu'en fait, il n'y a pas une bonne oxygénation du muscle et qui crée en fait, parfois un déconditionnement à l'effort. Mais est-ce que c'est le déconditionnement à l'effort qui entraîne tout le reste ou est-ce que c'est l'inverse? C'est toujours ce qui est un peu compliqué. Après, il y a beaucoup de papiers qui parlent de la biochimie musculaire aussi, de tous les éléments biochimiques qu'on retrouve au niveau du muscle, qui peuvent être différents chez les patients fibromyalgiques par rapport à des volontaires sains. Enfin, il y a beaucoup de littérature qui parle des processus inflammatoires, donc des anomalies dans les processus inflammatoires, comme ils ont été précisés un peu avant avec le docteur Shrivastava. L'idée, c'est que ça reste des éléments qui sont en périphérie, avec beaucoup de cytokines, de choses un peu compliquées, mais l'idée, c'est que aujourd'hui, dans tous les papiers, on n'a pas de certitude en fait. Donc c'est ce que je veux essayer de faire passer à travers ces grands éléments-là. Il y a des mécanismes centraux, il y a des mécanismes périphériques. Les uns cohabitent les uns avec les autres, mais l'idée c'est que malheureusement, on n'a pas trouvé le lien précis qui va nous dire voilà, la fibromyalgie, ça marche comme ça. Ça reste des choses qui s'imbriquent les unes dans les autres. Mais on va avancer un peu sur d'autres choses. Si on poursuit un peu sur les traitements, on a parlé des mécanismes, on parle des traitements. La prise en charge des traitements, la prise en charge avec des traitements, elle vise en fait à réduire les symptômes de la fibromyalgie. On peut pas, comme on l'a vu, la physiopathologie, on n'a pas d'éléments plus détaillés que ça qui vont nous permettre de dire voilà, c'est comme ça et donc du coup on l'attaque comme ça. Non, on va essayer de réduire des symptômes. La douleur évidemment, mais aussi les troubles du sommeil, les troubles cognitifs, les troubles de l'humeur et la fatigue. On va essayer de jouer sur ça, d'insister sur ces éléments-là et d'améliorer la qualité de vie, évidemment. Les recommandations internationales émises par les sociétés savantes, en fait, elles sont nombreuses. Hein. Il y a les sociétés américaines, allemandes, canadiennes, et moi, je vais parler surtout de celles d'Europe, donc c'est l'EULAR. L'EULAR, elle indique que globalement, les effets des traitements qu'on donne dans la fibromyalgie restent modestes. Donc, je vais vous indiquer un schéma qui est un peu compliqué, qu'on ne va pas détailler, hein, mais qui est un algorithme en fait, qui est extrait de l'expertise collective INSERM toujours, qui souligne en fait différents intérêts, mais qui permet en fait lors de la prise en charge de la fibromyalgie par les médecins, c'est quelles sont les recommandations en première ligne, en seconde ligne. Donc, en première ligne, pour cette société savante, il faut utiliser des thérapies non pharmacologiques, c'est-à-dire l'activité physique adaptée et régulière. Donc, ça va passer par des programmes qui vont, en lien avec les kinésithérapeutes, qui vont permettre aux patientes d'adapter en fait l'activité physique. On leur parle pas d'aller faire des séances de CrossFit ou d'aller dans des choses qui vont créer encore plus de douleur. L'idée, c'est vraiment adapter un programme qui leur permettra, comme on l'a vu un peu avant, de pouvoir améliorer leurs symptômes. Pour les patientes qui ne seraient pas réceptives à ça ou pour qui finalement l'activité physique ne convient pas, il y a d'autres, activité physique. Ces programmes d'activité physique ne conviendraient pas. Il y a d'autres choses, il y a le Qigong, il peut y avoir d'autres éléments autour qui peuvent venir aider les patientes. Et dans l'idée, la première recommandation qu'on doit avoir, c'est cette activité physique adaptée et régulière. Il parle aussi d'éducation thérapeutique. L'intérêt, c'est d'essayer, malheureusement, d'apprendre aux patients à pouvoir dompter un peu sa douleur, à apprendre un peu à
à vivre avec, à savoir, j'ai pas parlé des éléments déclencheurs, mais on sait que les patientes, elles se connaissent. Pour nous, en avoir vu beaucoup au centre, elles savent que telle ou telle position pendant le sommeil, ben, le lendemain, ça va être pire. Alors, il faut réussir à se caler comme il faut réussir à aller chercher des éléments qui permettent d'avoir moins de douleur, en fait, le lendemain. En tout cas, ou avoir un sommeil plus réparateur. Il y a des patientes, nous, qu'on a vues au centre qui ont des sommeils complètement perturbés et qui vont venir nous dire qu'en fait, le moment où elles dorment bien, c'est entre 4 heures et 10 heures du matin. Donc, elles adaptent leur vie autour de ça parce que malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas forcément de solution encore miracle au niveau des traitements pour aider les patients. Après, évidemment, dans la deuxième partie, c'est les traitements qu'on appelle individualisés additionnels. Et là, on va aller dans des thérapies pharmacologiques ciblées. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais évidemment, on prescrit beaucoup de médicaments aux patients fibromyalgiques pour essayer d'aller contrer la douleur. Donc, on les a vus tout à l'heure un peu avec la migraine, les antidépresseurs, les antiépileptiques, les antalgiques qui sont connus. Après, comme l'a dit le docteur Shrivastava, et souvent on l'entend, nous, en recherche, c'est pourquoi on prescrit des antidépresseurs. Parce que les patients, ils se disent, je ne suis pas dépressif, je n'ai pas besoin d'antidépresseurs. Mais en fait, on va chercher les mécanismes qui permettent en fait d'aller chercher plutôt une dose antalgique en utilisant les antidépresseurs, plutôt qu'aller chercher la dose réellement antidépressive. En fait, on utilise tout ça, on essaye de trouver des mécanismes qui permettent de soulager les patients à travers l'expérience des médecins. Et l'idée, c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses tout autour. Quand je dis thérapie pharmacologique, il peut y avoir les compléments alimentaires, il peut y avoir beaucoup d'autres éléments qui viennent aider à traiter les symptômes ou tout du moins à les améliorer ou aider à améliorer la qualité de vie. On a parlé du magnésium, on peut parler des huiles essentielles. Il y a beaucoup de choses que les patients fibromyalgiques utilisent et pour essayer d'avancer dans leur traitement en fait. Et en tout cas, pour réussir à diminuer cette douleur et à améliorer la qualité de vie. Il y a d'autres choses récemment sur la neurostimulation non invasive aussi. C'est des choses qui sont faites, le RTMS, qui donnent des résultats qui ont l'air bien, mais on est toujours dans la même chose dans la fibromyalgie. Et je ne suis pas revenu dessus avec beaucoup plus de détails, mais la critique qui est faite souvent, c'est qu'on n'est jamais assez puissant dans nos études, en fait. On arrive à faire des choses, on montre des pistes, mais après, on va jamais chercher, on a du mal à aller chercher plus haut parce que pour des raisons qui font que les équipes travaillent parfois un peu chacune sur leur thématique et c'est parfois compliqué de prendre plus de hauteur, plus de puissance et de se permettre de se dire ça fonctionne réellement ou pas. Pour aller un peu plus loin sur ça, je vous montre ce petit schéma en fait qui montre que toutes les équipes en fait elles essayent au niveau international de travailler sur la fibromyalgie pour montrer que les traitements, il y en a un certain nombre. Vous le voyez, bon le diagramme il est en anglais, mais vous voyez exercice c'est activité physique. On va aller après sur les antidépresseurs sur le bas et vous voyez qu'en fait les différentes sociétés, donc les Américains, les Allemands, les Canadiens et les Européens, en gros, ce qui a un intérêt, c'est-à-dire quand ce qui est marqué Strong for, c'est qu'est-ce qui peut avoir un intérêt positif pour les patients fibromyalgiques. On voit qu'on n'est pas tous d'accord. Donc nous, on considère que en premier lieu, c'est l'exercice physique adapté. Les autres, ils sont pas tout à fait d'accord avec nous. Après, ça dit pas que eux font mieux que nous. L'idée, c'est juste qu'on n'a forcément pas tout le temps les mêmes degrés d'adaptation et de ce qu'on souhaite voir améliorer en fait à différents niveaux. Mais ça montre, juste ce diagramme, c'est pour montrer qu'il y a beaucoup d'équipes qui travaillent en fait sur les mécanismes et sur les traitements de la fibromyalgie et qu'on avance un peu comme malheureusement, sans doute pas assez vite, mais on essaye en tout cas de continuer sur ces éléments-là. Ensuite, un petit focus sur l'aspect génétique de la fibromyalgie. Alors, c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement parce que pour les gens qui nous connaissent un peu au centre, dans le cadre de mon doctorat, c'est un des éléments que je traite. En fait, on cherche un lien entre un élément qui est la sensibilisation centrale dont on a parlé un petit peu tout à l'heure et des liens génétiques en fait. Parce qu'il y a de nombreux travaux qui ont exploré le rôle des facteurs familiaux, génétiques directement ou liés à l'environnement familial et social dans la survenue de la fibromyalgie. Il y a eu plein d'études dans les familles, chez les jumeaux, pour essayer de mieux comprendre et d'aller chercher tous ces liens génétiques.
ce qui a fait penser à la fibromyalgie, à l'existence d'un lien génétique, c'est qu'il y avait une prévalence de fibromyalgie dans certaines familles. On l'a vu, il y a des papiers autour de ça. Et donc, du coup, l'idée, c'était est-ce que c'est les prédispositions génétiques qui font qu'on retrouve plus de fibromyalgie dans ces familles-là, ou est-ce que c'est l'exposition environnementale et le comportement, des comportements familiaux communs qui amènent à arriver vers la fibromyalgie? Et donc, ça, c'est les aspects génétiques de la fibromyalgie. Enfin, les raisons qui ont poussé à vouloir s'intéresser à ces éléments génétiques. Et il y a deux grands types d'études qu'on a fait et qui continuent d'être réalisées. C'est ce qu'on appelle des études gènes candidats. Donc, en fait, on a vu dans toute la physiopathologie de tout à l'heure qu'il y avait différents éléments qui pouvaient avoir un intérêt dans la douleur chronique. Donc, quand on fait des études gènes candidats, c'est-à-dire je sais qu'à tel niveau dans la cascade de la douleur, en fait, j'ai tel et tel gène qui peuvent être impliqués. Donc, ça veut dire qu'on va chercher dans des familles ou dans un groupe de patients fibromyalgiques si ces patients, ils ont ce gène-là. En fait. Ça, c'est les études un peu spécifiques qu'on peut faire. Et après, il y a des études plus générales où on étudie tout le génome et on cherche à comprendre s'il y a des éléments à des endroits qui pourraient mener à une susceptibilité génétique pour développer une fibromyalgie. Malheureusement, dans toutes ces études-là, on n'a quand même pas des résultats qui sont très concordants parce que la problématique, on en revient toujours à la même, c'est quel patient on sélectionne dans quelle étude. Donc, on sait que les patients qui sont sélectionnés dans certaines études, ils sont pris uniquement avec les critères des années 90, d'autres des critères que des années 2016. Et donc, du coup, quand on fait ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire on prend plusieurs études et on essaye d'être très fort pour voir si génétiquement on trouve un lien chez tout le monde, et bien malheureusement, on n'est pas assez puissant et on n'arrive pas à dégager encore. Il y a des pistes, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pistes. Vous voyez que les éléments que j'indique ici, là, la COMT, OPRM1, GCH1, c'est des éléments c'est des gènes qui nous permettent de dire qu'on sait qu'ils sont sans doute impliqués dans la fibromyalgie. Mais ça reste un peu complexe et ça ne nous amène pas à des pistes thérapeutiques qui sont plus ciblées que ça aujourd'hui. Ça reste, voilà, comme je l'ai dit plusieurs fois, un syndrome multifactoriel et ça reste compliqué. Si on fait un petit point maintenant sur les avancées scientifiques et les pistes thérapeutiques dont on a besoin pour la fibromyalgie. Donc, je l'ai dit plusieurs fois, l'objectif initial, c'est d'utiliser des critères communs pour les études. Si on utilise tous un peu les mêmes critères, on pourra réussir à dégager des éléments et des vraies pistes. Il faut qu'on développe des algorithmes qui vont combiner l'âge, le sexe, les médicaments prescrits. Et pour tout ça, on va s'aider des cohortes de suivi qui sont en cours. Une cohorte, ça veut dire je prends des patients à un instant et je les suis pendant très longtemps. Et l'idée, c'est que suivre ces patients largement, ça nous permettra d'avoir des avancées scientifiques et des pistes thérapeutiques. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on continue un peu à essayer d'explorer différents niveaux, comme on l'a vu sur les mécanismes centraux, les mécanismes périphériques. Mais il y a des cohortes qui sont en cours, mais l'idée, ça va être de pouvoir suivre en fait plus largement des patients pour aller vers des pistes thérapeutiques, identifier en fait des éléments qui peuvent avoir un intérêt de pistes thérapeutiques. On a vu qu'il y avait une grande hétérogénéité clinique, psychosociale et physiopathologique. Et un des grands éléments de ces quelques dernières années, c'est d'identifier des sous-groupes. Et des sous-groupes qui soient homogènes. On a vu, c'est très hétérogène. Il y a des patients qui ont des migraines, il y a des patients qui ont des syndromes d'intestin irritable, il y a des patients qui vont avoir que des douleurs. Tout ça, ça fait beaucoup de choses pour un seul groupe de patients. Et nous, l'idée, c'est, et les pistes thérapeutiques qui arrivent à travers les avancées scientifiques récentes, c'est identifier des sous-groupes. Si on identifie des gens qui se ressemblent, avec des physiopathologies qui se ressemblent, on pourra aller chercher des pistes thérapeutiques qui nous permettront de traiter ces gens-là, en fait, et d'arrêter d'essayer de traiter tout le monde de la même manière. On entend souvent que les patients fibromyalgiques, on va leur donner tous des antidépresseurs. Finalement, on sait via la littérature qu'il y a des patients qui n'ont pas les cytochromes nécessaires pour métaboliser les antidépresseurs. Donc, ça ne sert à rien de leur en donner. Quand je viens avec mes histoires d'algorithmes, c'est un peu compliqué, mais l'idée, ça va être ça, des sous-groupes et des algorithmes. C'est-à-dire, je vois un patient en consultation, je suis médecin, je vois un patient en consultation, et j'essaye à travers quelques éléments de pouvoir l'orienter dans cet algorithme et adapter le traitement et les choses que je vais lui proposer uniquement à lui, en fait. C'est ce qu'on appelle la médecine 4P, de la médecine de précision, en fait.
Pour ça, il faut identifier des biomarqueurs. On en a un besoin très important dans la fibromyalgie, que ce soit des marqueurs cliniques, physiologiques, biochimiques ou génétiques. On l'a balayé un peu à travers toute la présentation. Et ça, c'est absolument nécessaire. Aujourd'hui, on est en manque de biomarqueurs pour nos patients fibromyalgiques. On n'a pas de, j'ai pas une protéine ou un élément spécifique qui va me dire, voilà, je retrouve ça, donc c'est la fibromyalgie. Et ça, c'est les avancées et les pistes de la recherche. C'est sur ça qu'on travaille un peu tous, essayer de chercher quelque chose à quoi se raccrocher pour pouvoir et ensuite revenir au laboratoire pour essayer de trouver un médicament qui pourra avancer sur ces éléments-là. Une dernière chose qu'on peut espérer et sur lequel on peut espérer avancer, c'est de développer aussi les recherches sur la douleur chronique généralisée chez les patients jeunes. Tout à l'heure, le Dr Shrivastava a parlé des migraineux jeunes. Il y a des patients fibromyalgiques jeunes. Et l'idée, ça pourrait être de suivre ces patients dans nos histoires de cohorte, c'est-à-dire de suivi très long, de pouvoir les intégrer eux et de voir un peu comment ils se comportent dans le temps. Ou alors de prendre des gens dès le départ, très jeunes, sans fibromyalgie, et de les suivre et de se dire combien j'ai de gens au bout de 10 ans ou au bout de 15 ans qui sont fibromyalgiques. Comment ils étaient au départ, comment ils sont 10 ans après. Qu'est-ce qui a fait que j'arrive à une fibromyalgie? Est-ce que c'est juste mes éléments génétiques puisque je les aurais au départ, ou est-ce que c'est des facteurs environnementaux qui viennent dans la vie des gens arriver vers ces éléments-là? Voilà un peu sur… Bon, j'ai balayé beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont un peu compliquées dans la fibromyalgie. J'espère que c'était quand même plutôt clair. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention. Donc, je prends un peu les questions. Alors, merci. Donc oui, un médecin généraliste, bien sûr, il peut diagnostiquer une fibromyalgie. Après, il va avoir des outils comme le FIRST, dont j'ai parlé tout à l'heure, ou les critères ACR. Après, souvent, les médecins vont vous orienter vers des centres de la douleur ou vers des rhumatologues qui sont plus spécialisés pour ces prises en charge. Oui, je n'ai pas parlé du CBD, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de papiers qui parlent du CBD. Et je sais que nous, dans les patients qu'on voit au centre de recherche, il y a des patients qui le testent. Il y a des patients chez qui ça marche très bien, mais on en revient encore à la même chose, c'est-à-dire la fibromyalgie, c'est très large. Et donc, du coup, la problématique, c'est que comme tous les patients ne sont pas les mêmes, et malheureusement, il y a des gens, ça va aider. Moi, j'ai des patients qui m'ont dit, ça m'a aidé un mois, et puis après, ça s'est arrêté. Donc, je n'ai pas de position, moi, comme je ne suis pas médecin, sur ces éléments-là. Je sais que oui, il y a des patients qui l'utilisent. Oui, je suis d'accord avec vous, Madame Schill. L'intérêt, j'ai pas été dans les traitements, évidemment. Il y a tout le soutien psychologique. Quand je parle d'éducation thérapeutique, pour moi, j'englobe un peu tout. J'englobe évidemment l'aide. Il y a la sophrologie. Il y a beaucoup d'autres éléments. La balnéothérapie, on l'a vu un peu sur le gros diagramme avec toutes les traitements qui existent en fait. Et donc l'idée, c'est qu'évidemment, on peut aider les gens avec plein d'autres éléments. Madame Convert, je n'ai pas la réponse à votre question. Est-ce qu'on peut guérir de la fibromyalgie? Nous, dans nos patients, il y a des patientes qui, à des moments, vont avoir des grandes crises et à des moments, vont se sentir beaucoup mieux. On avance avec la recherche pour essayer d'avoir on va dire, de lever le voile sur la physiopathologie complète de la fibromyalgie. J'espère qu'un jour, on y arrivera. L'idée, c'est que c'est très multifactoriel. Il y a plein d'éléments qui ressemblent à la migraine sur la fibromyalgie, avec toutes ces voies de la douleur qui impliquent plein de structures ensemble. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué, mais j'espère qu'en tout cas, un jour, on aura des vraies pistes et des vrais biomarqueurs et qui nous permettront d'aider complètement les gens. Oui, l'incompréhension de l'entourage n'aide pas et les médecins disent souvent que tout est dans la tête. Alors, évidemment, je l'ai entendu 1000 fois, cette remarque. La fibromyalgie, ça ne se voit pas. Il n'y a pas un compte-rendu qui vient dire il y a tel élément biologique qui est en dehors de la borne, comme quand on est diabétique ou quand on a autre chose. Et ça, je sais que c'est compliqué. Après, vous avez dans des structures comme le centre de la douleur, plein de professionnels de santé ou dans des cliniques privées ou à des endroits où on peut aller amener
plein d'autres éléments autour de vous, en fait. Et les médecins disent que c'est souvent dans la tête. On en a parlé tout à l'heure, vous avez vu. J'ai dit qu'il y avait des critères qui n'étaient pas assez diffusés. Bon, alors après, j'ai pas été dans le détail, mais il y a des études canadiennes qui disent que, en fait, il y a quasiment 50% des médecins au Canada qui connaissent pas les critères. Mais peut-être que ça, c'est un de nos rôles à nous, en tant que chercheurs, de pouvoir amener, en fait, tous ces critères et à les diffuser beaucoup plus largement. Et si on avait mon histoire d'algorithme, là, qui permettent, en fait, d'aider les médecins avec des pistes beaucoup plus rapides, en fait, et d'orienter les gens, c'est-à-dire penser directement, j'ai quelqu'un de 40 ans qui arrive dans le service, elle me décrit des douleurs diffuses, il faut qu'il y ait fibromyalgie qui s'imprime directement, en fait. Parce que malheureusement, on a montré, j'ai pas été dans autant de détails là, mais on a montré que quand il y a des symptômes qui s'installent, parfois c'est compliqué de réussir à réverser les choses, notamment dans l'étude qu'on a faite sur le magnésium et la fibromyalgie et le stress. On voit que quand on a des niveaux de stress qui sont très élevés, on a du mal à réverser les niveaux de stress à l'aide du magnésium. On est un peu tout le temps dans cette espèce de continuum dans la fibromyalgie. Et l'idée, c'est que est-ce qu'on peut la détecter? Plus on la détectera tôt, plus peut-être on arrivera à garder des symptômes qui soient bas. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est compliqué, mais très intéressant. Dans vos études, vous souvent le schéma traumatique. Alors, moi, c'est pas quelque chose que j'ai exploré, le schéma traumatique des enfants. Après, je sais qu'il y a des publications dans l'expertise INSERM que vous retrouverez si ça vous intéresse d'aller chercher plus d'infos. Vous pouvez taper expertise INSERM collective fibromyalgie 2020. Vous trouverez une synthèse. Et dans ces éléments, oui, il y a des gens qui parlent des schémas traumatiques chez l'enfant. Et quand on parle de l'idée de suivre des cohortes larges en partant de chez l'enfant, ça peut aussi partir de ces éléments-là. Est-ce que c'est un trauma dans l'enfance qui crée une sensibilité, c'est-à-dire qu'on a parlé un peu des événements de l'environnement en fait, qui peut venir peut-être impacter et développer une fibromyalgie? Peut-être. Il y a des papiers qui en parlent en tout cas. Après, malheureusement, comme j'ai dit 50 fois, hein, il n'y a pas de oui-non en fait. On est toujours un peu mélangé. Oui, je suis d'accord. Alors, je suis pas médecin au centre de la douleur de Clermont. Je sais qu'il faut 1 an pour aller au centre de la douleur de Clermont, que c'est très dur et que malheureusement pour ça, j'ai pas de solution. Je sais que c'est compliqué et que ils sont très bons, mais c'est vrai que c'est dur. Je j'ai pas de solution pour ça, ma pauvre. Est-ce reconnu ou pas en France car aucun médecin n'a le même discours? Oui, c'est reconnu. C'est une maladie reconnue. Comme je vous l'ai dit, elle est classifiée au CIM de 2018 et elle est reconnue par l'OMS depuis 1992. Donc, c'est une maladie qui existe, une pathologie, un syndrome. On appelle ça un syndrome fibromyalgique aujourd'hui. Voilà, merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai éclairé un peu.